On est en 2021, début de l'automne. La COVID, c'est pas encore fini, mais on commence à respirer un peu. Les restaurants, entre autres, commencent à réouvrir avec le passeport vaccinal. Puis, bonne nouvelle, mon garçon Philippe, il est là à la maison. Puis, on a décidé d'aller dehors puis prendre un spa. On a nos bières, il fait un peu frette, mais c'est correct. Puis, on jase ensemble. On fait ça souvent, Philippe et moi. On peut parler de n'importe quoi pendant des heures. Psychologie, culture populaire, on peut parler de la business, la vie, d'autisme. Mais ce soir-là, on parle de faire un podcast. Puis je vais m'en souvenir toute ma vie parce qu'à un moment donné, Philippe, il buvait sa Guinness puis il échappait dans le spa. Partout, ça moussait mon homme. Puis là, il a tout fallu vider le spa puis tout nettoyer. Bon, on a ri, c'était pas grave. Mais c'est à cause de ça. Désolé, Phil, tu vas rire quand tu vas entendre ça. Mais oui, c'est arrivé pour de vrai. Mais ce soir-là en particulier, pendant un bon 3 heures, on a parlé de faire un podcast ensemble. Un projet à nous deux. Ça serait quoi le concept? Bon, on ne savait pas encore. Mais l'idée était là. Quelque chose qui... Ça flottait dans l'air, ou peut-être, je devrais dire que ça flottait dans le spa. Puis, le lendemain, la vie a repris. Le projet, finalement, il ne s'est pas fait. Pas ce soir-là, en tout cas. Ce que je n'avais pas réalisé à ce moment-là, c'est que cette conversation-là, c'est comme ça me posait une question que je n'étais pas vraiment capable de répondre. Puis la question, c'était qui suis-je? À part d'être le papa d'Étienne, à part d'être quelqu'un qui soutient, qui s'adapte, moi, Yves, qu'est-ce que j'aime dans la vie? Qu'est-ce que je veux faire? Quels sont mes goûts? Pourquoi je parle de ça dans cet épisode-là? Ben, je pense que de prendre du temps pour soi, quand on est un proche aidant, ben, moi, en tout cas, dans ma tête, peut-être que d'autres vont penser pareil, mais je me disais que c'était de l'égoïsme. Je pense que de s'arrêter des fois, se demander ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce dont on a besoin, c'est du luxe. En fait, c'est un luxe pour les autres, ceux qui ont le temps, ceux qui ont une vie plus simple que nous. Mais c'est peut-être exactement le contraire. Ce que j'ai appris, pas du jour au lendemain, mais sur plusieurs années, c'est que se perdre de vue en tant que personne, ça finit par coûter cher. Pas juste à soi, mais à tout le monde autour. Puis aujourd'hui, je vais vous parler de ce chemin-là. C'est des fausses croyances, des fois, qu'on porte en nous sans s'en rendre compte. Puis ce qu'on apprend malgré soi quand on commence à se poser les vraies questions. Une des premières fausses croyances, c'est de prendre du temps pour soi, c'est égoïste. Probablement, c'est la plus grande. Puis c'est celle, je pense, que j'ai portée le plus longtemps. Puis je pense que des fois encore, je pense un peu ça. Quand Étienne était petit, puis encore aujourd'hui, ben c'est Étienne la priorité. Les rendez-vous chez le médecin, les thérapies, la routine, faire les transitions. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours un ajustement à faire, une situation, une problématique à désamorcer, professionnel à appeler. Puis dans tout ça, moi, la plupart du temps, j'étais en mode solution, en mode utilité. C'était mon rôle. C'est ça que je me disais. C'est pour ça que je suis là. Prendre une soirée pour moi, pour regarder une série, pour lire un livre, voir des amis, sans parler d'autisme, ça me semblait presque indécent de penser comme ça. Comme si je trahissais quelqu'un ou quelque chose. Mais ce que je ne savais pas, c'est que cette croyance-là, elle a un coût. Parce qu'une personne qui se vide sans jamais se remplir, à un moment donné, ben, elle n'a plus rien à donner. J'en ai fait moi-même l'expérience, puis c'est pas une super belle expérience. Une autre fausse croyance que
je pense que j'ai porté, mais que d'autres vont se reconnaître là-dedans, c'est que on n'a pas le droit. En tout cas, moi, je me sentais que je n'avais pas le droit de faire de quoi que j'aime comme travail. C'est plus subtil comme idée, mais je vais vous l'expliquer. On dirait que quelque part dans ma tête, il y avait une genre de croyance qui disait que ben, c'est pas supposé être plaisant, le travail. Euh, que ce qu'on aime, on fait ça à côté, quand on a du temps, si on a du temps. Mais que la vraie vie sérieuse, ben, c'est autre chose. Et je pense que c'est une croyance qui s'est installée tôt, euh, parce que dans la famille, dans la culture, au Québec, en tout cas, à un certain moment donné, on est élevé comme ça. C'est le travail qui paye les factures. Ce qui fait qu'on peut s'occuper des enfants, qu'on peut s'occuper de la maison, qu'on peut prendre soin de la famille. Puis avec un enfant qui demande autant d'énergie qu'Étienne, ben, l'idée de prendre des risques professionnels pour faire quelque chose qui me passionne, ben, ça m'a longtemps semblé comme étant quelque chose d'irresponsable. Dernièrement, en fait, je regardais un des premiers sketchs que l'humoriste Martin Matt a fait. Il parlait justement de la relation avec son père quand il lui a annoncé qu'il voulait devenir humoriste. Puis comment son père a pris ça? Ben, il disait, ben c'est ça. J'ai bâti une grosse business familiale, puis tu veux pas prendre la relève. Vas-y avec tes artistes, vas-y faire ton clown. C'est drôle, mais en fait, ça décrit ce qu'une génération a vécu au Québec. C'est ça aussi l'ancrage. Le travail, ben, c'est pas l'idée d'aimer faire ça ou de se réaliser. C'est plus que ce que ça démontre aux autres. C'est plus le côté fonctionnel. Ben, c'est comme une croyance, une fausse croyance. Mais on va voir dans un instant que cette croyance-là, ben, je l'ai un peu transformée dans ma tête. Puis peut-être une autre croyance que des fois qu'on porte, mais qui n'est pas vraie, c'est ben, je suis invincible. C'est peut-être la plus classique, en tout cas pour les papas. On gère, on avance, on règle des problèmes, on est là, ça tient. Je me suis jamais dit explicitement que j'étais invincible. Je pense pas que personne se dit ça. Mais dans les faits, je me suis comporté longtemps comme quelqu'un qui pouvait tout prendre sur ses épaules, qui n'avait pas besoin d'aide, qui pouvait endurer jusqu'au jour où j'ai pas pu. La dépression, ça m'a pris par surprise, pas parce que j'aurais dû m'y attendre, en tout cas, pas dans ma tête à ce moment-là, mais justement à cause de ça, parce que j'avais pas prévu que j'avais des limites. Puis maintenant, plus que jamais, à 50, je me rends compte à quel point mes limites sont présentes, mes capacités diminuent. Puis je dois m'adapter à ça. On ne peut pas toujours faire comme ben, tout va être OK, puis que je vais être capable de le faire tout seul. C'est un moment difficile, mais il faut réaliser à un moment donné qu'on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas tenir le rythme. C'est impossible de le faire seul. On a besoin d'aide. C'est comme cette année, peut-être que vous l'avez vu parce que ça a quand même été médiatisé. À un certain moment, durant le marathon de Boston, il montrait presque à la ligne d'arrivée un des compétiteurs qui faisait le marathon, il s'est effondré. Puis à 2-3 reprises, il a essayé de se relever. Il voulait le finir, son marathon. Mais c'est comme si ses jambes il avaient abandonné. Il n'était plus capable de se supporter puis d'être debout, même juste de marcher tranquillement. Puis là, on voit un coureur qui arrête, qui tente de l'aider à se relever, puis c'est pas assez. Puis là, un deuxième, puis là, chacun de leur côté, ils le portent pour l'amener jusqu'à la ligne d'arrivée. Puis c'est un peu la même chose. En fait, ce coureur-là aurait pu s'obstiner, dire non, non, laissez-moi, là, je veux le faire moi-même tout seul, puis je vais y arriver. Mais il était juste plus capable. Il n'aurait pas fini le marathon s'il n'aurait pas eu cette aide-là. Donc,
La même chose, à un certain moment, il faut que tu détruises cette croyance-là que tu es capable de tout faire tout seul, que tu n'as pas besoin d'aide, puis que tu n'as pas besoin du soutien des autres. Mais il faut que tu mettes ça de côté puis que tu réalises une fois pour toutes. Ce que ça m'apprend, bien, ça m'apprend que c'est un peu comme un diagnostic qu'on fait de notre vie finalement. Puis je dis ça, le diagnostic, c'est parce que cette semaine, ma femme a reçu un diagnostic. En fait, ça fait longtemps qu'on le sait, ça fait des années qu'on sait qu'elle a un trouble avec sa glande thyroïde, puis qu'elle a une maladie auto-immune, mais le médecin n'est pas capable de mettre le doigt dessus. Parce que ce cas-là, c'est la maladie d'Hashimoto, une maladie auto-immune qui affecte la thyroïde. Mais ce qui est particulier avec cette maladie-là, même comme une majorité des maladies auto-immunes, c'est que pour en faire le diagnostic, pour la détecter, il faut comme la prendre la main dans le sac. Il faut que ce soit en pleine crise, que tes anticorps soient élevés. Puis là, en faisant les tests de sang, ils sont capables de dire « Oh, il y a quelque chose qui se passe. Oui, OK, c'est une maladie auto-immune. » Donc, je me dis d'une certaine façon, c'est un peu ça que je suis en train de vivre et j'essaie d'expliquer dans cet épisode-là. C'est que pour essayer de se comprendre soi-même, c'est le même processus. C'est pas d'être arrivé à 50 ans que tout s'est ouvert d'un coup puis tout était clair. C'est pas un chiffre magique. Mais je pense que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'à un certain moment donné, on accumule assez de données, assez de mini-constats sur des années, puis on est capable enfin de faire un diagnostic de notre vie, puis de dire, ben voici, c'est ça que je voudrais changer. Voici, j'ai cru à des choses que c'est pas la réalité. Voici ce que ça m'a coûté, puis là, j'en suis là, qu'est-ce que je fais? À une certaine façon, c'est rassurant de savoir ça. Parce que ça veut dire que le chemin qu'on a fait, ben, il a donné quoi? Il était nécessaire. Que les années de gestion, de fatigue, de doute, ben, c'est pas du temps perdu. En fait, c'est comme des tests, c'est de l'information qui nous permet à un certain moment donné ben, de faire des choix. Et s'il faut se le dire, peut-être que c'est une des choses, la plus grosse chose que j'apprends de tout ça, c'est qu'on ne peut pas toujours attendre d'avoir toute l'information. Puis ça, c'est un peu le lien avec l'analogie médicale que je faisais. C'est que bien avant d'atteindre un certain moment donné, comme proche de la cinquantaine, on devrait être capable de s'analyser régulièrement puis de voir ce qu'on peut changer. J'aurais voulu le faire avant, de le comprendre avant. Puis c'est ça, je vais expliquer aujourd'hui aussi, c'est que ça vaut la peine de s'arrêter plus souvent, puis de pas juste faire un grand bilan existentiel, mais de faire des mini-bilans aussi, de s'ajuster, de faire des petits diagnostics partiels. Est-ce que je suis où ce que je veux être? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aimerais changer, modifier, qui pourrait améliorer ma situation? Pas parce qu'on a le temps de le faire. Parce que, évidemment, les proches aidants, on a rarement le temps de faire quelque chose comme ça. Et avec un enfant neurodivergent, occupé, ben c'est un euphémisme. Là. C'est intense, c'est constant. C'est un engagement de tous les instants. Mais justement, à cause de ça, ces petites pauses-là sont encore plus importantes. Parce qu'une personne qui sait, qui comprend qui elle est, en dehors de son rôle d'aidant, mais ça devient une meilleure aidante. C'est pas une opinion comme ça au hasard. C'est vraiment ce que j'ai vécu. Puis je pense que plusieurs vont se reconnaître dans cette idée-là. Puis en fait, je me disais, mais cet épisode-là, c'est un peu drôle. C'est comme si c'est une remise en question, un travail sur moi-même, un truc personnel plus.
J'ai appris ce mot-là cette semaine. Ils appellent ça maintenant le middle sense, comme adolescence, mais de la crise à la cinquantaine ou de la milieu de vie. Mais en fait, plus que j'en parle, plus je me rends compte, je réalise que c'est pas mon histoire. En fait, c'est l'histoire de tous les parents, puis encore plus des parents qui ont des enfants différents, de tous les proches aidants, de tous ceux qui ont mis leur propre vie entre parenthèses pour s'occuper de quelqu'un qu'ils aiment. Souvent, on se raconte des histoires pour survivre. On se dit que on n'a pas le droit d'être fatigué, on n'a pas le droit d'avoir des rêves, on n'a pas le droit de vouloir quelque chose pour soi. Puis en fait, c'est très humain, on pourrait dire même d'une certaine façon, c'est courageux. C'est une forme d'adaptation. Mais à un moment donné, puis ce moment-là, il n'est pas le même pour tout le monde, mais ça vaut la peine de s'arrêter, de se demander, c'est-tu vrai les histoires que je me fais là? Ou est-ce que c'est juste que ce que j'avais besoin de croire pour passer à travers? C'est pas l'histoire d'un père qui affronte sa cinquantaine. C'est l'histoire de n'importe qui aime profondément une personne qui a besoin de lui puis qui a oublié en chemin de s'aimer un peu lui-même. Je vous parlais du spa tout à l'heure avec Philippe, avec la Guinness, tout ça, de la conversation sur les podcasts. Mais ce soir-là, en fait, oui, il y en avait des beaux rêves. On discutait de quoi que moi et Philippe, ça nous tenait à cœur. Mais en dehors du papa d'Étienne, je pense pas qu'il y avait de la place pour faire des changements. Je savais pas quoi répondre à ça, finalement. Alors, l'idée du podcast s'est dissipée. Mais en fait, ça me revient parce que on n'a pas juste laissé tomber ça à l'eau. On avait quand même fait un épisode test, moi puis Philippe. Puis je me souviens, ça parlait d'un vieil épisode en noir et blanc de Doctor Who. Un vieil épisode de Doctor Who. Puis honnêtement, excuse-moi, Phil, mais c'était un peu mauvais. Ouais, c'était genre un peu pas mal mauvais. Puis finalement, après ça, on a oublié le projet. La vie a repris. Ça fait 5 ans de ça. Puis aujourd'hui, à chaque lundi matin, je me lève à 4 heures, je m'habille, je vais travailler. Puis dans l'auto, j'écoute mon podcast. Papa typique. Ouais, je m'écoute. Puis une des raisons, c'est parce que c'est pratique. Je veux m'assurer que tout est correct, que l'épisode est bien en ligne. Ça me fait penser comme, par exemple, à l'épisode 7 que j'ai enregistré, mais que j'avais oublié de mettre en ligne, puis je me suis rendu compte, hey, il est où mon épisode? Et finalement, j'ai réussi à faire ça à partir de mon téléphone, mais en tout cas, mais c'est pas juste ça. C'est pas juste le côté pratique. C'est que ça me donne de la fierté. Je suis fier, je suis content de l'avoir fait, le podcast. C'est quelque chose que j'avais dans la tête depuis longtemps. Puis même une petite fierté, petit gars qui aime ça, les affaires technologiques, puis être capable de mixer mon son, puis tout ça, je suis vraiment content. C'est drôle parce que je me disais, c'est un épisode qui parle de qui moi je suis en dehors du papa d'Étienne, mais mon podcast, lui, il parle plus d'autisme. Est-ce que ça a un lien? Alors, est-ce que j'ai vraiment trouvé quelque chose pour moi ou est-ce que ça revient finalement à Étienne pareil? Puis je pense que la réponse, mais c'est un peu des deux, puis c'est vraiment correct, c'est que Papa Typique, c'est pour moi aussi que je le fais. C'est ma voix, c'est mon histoire, c'est mes réflexions, mais c'est aussi pour Étienne, mais aussi pour d'autres parents qui, comme moi, vivent la même chose, quelque chose d'intense, puis ils cherchent juste quelqu'un qui comprend et est capable de partager ces idées-là. Puis, en passant, Philippe et moi, on se parle encore de faire un podcast. Ça commence à se concrétiser, mais on ne sait pas encore, je pense, c'est le concept qui nous manque, de quoi au juste on va parler. Mais je pense que cette fois-là, on va réussir à le faire. Puis, à 99,9%, ça ne parlera pas d'un épisode de Doctor Who, ça c'est sûr. Parce que ça va se réaliser parce que j'ai appris quelque chose.
depuis cette fameuse soirée-là dans le spa, c'est que les moments de recul, les moments de réflexion, ils sont nécessaires pour mieux avancer. Ou comme le dit cette magnifique citation de Paulo Coelho, « Une flèche ne peut être tirée qu'en la tirant vers l'arrière. » À plus.